C'est dimanche, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de venir sur notre plateau de Actu Hebdo sur le RTM. Aujourd'hui, Actu Hebdo, dimanche 26 novembre 2023, le sommaire, 13e contingent du programme des stages de formation professionnelle. C'est parti pour 12 mois d'immersion dans le monde productif. 2000 jeunes diplômés en sont bénéficiaires. Le DG de la pêche, M. Mamadou Ba, est sur le plateau. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, M. Djambélé. Appel à candidature pour la 5e cohorte du Service national des jeunes, SNJ, besoin exprimé, et 700 places pour l'étendue du territoire national. M. Habib Sako est le président de la commission de recrutement. Bonjour, M. Sako. Bonjour, M. Djambélé. Bienvenue à vous. Conférence de presse de l'Ordre des vétérinaires du Mali au menu. Les contraintes liées à la nouvelle campagne de vaccination du cheptel. La question de la gestion des ressources humaines avec un imbroglio autour de la transposition d'une directive de l'UEMOA datant de 2012 régissant la libre circulation et l'établissement des docteurs vétérinaires dans l'espace UEMOA, docteur vétérinaire, ingénieur d'élevage, titulaire du mandat sanitaire. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il dans le domaine de la santé animale? Docteur Oumar Maki Tunkara est président de l'Ordre des vétérinaires du Mali pour l'éclairage et sûrement des propositions vertueuses pour le secteur, pour le Mali. Bonjour, Monsieur le Président, bienvenue. Merci, Djambélé. Actu Hebdo, mesdames et messieurs, bonjour encore et bienvenue. Ils sont 2000 jeunes diplômés à bénéficier du stage de formation de 12 mois de l'APEJ. Ils constituent ainsi le 13e contingent du programme de ce stage de formation professionnelle. Après avoir prêté serment, ils ont été renvoyés à leurs postes respectifs par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, en lieu et place du président de la transition, chef de l'État et du chef du gouvernement. Voilà, le lancement officiel du dit programme était au CCB, présidé donc par le ministre, en présence du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Et tout cela à travers l'APEJ. Monsieur le directeur général de l'APEJ est sur ce plateau. Stage de formation, 13e édition dans le genre, c'est bien cela, non? Oui, tout à fait. Alors, d'aucuns disent c'est une critique de mauvais aloi ou pas. On dit que c'est tout comme la suite de l'école. Ils font quelques mois d'immersion dans le monde professionnel. Ensuite, bonjour encore le chômage. Est-ce du saupoudrage? Bonjour, M. Djambélé. Tout d'abord, permettez-moi de remercier l'ORTM pour nous donner l'opportunité de nous exprimer sur le plateau. J'en viens au sujet. Effectivement, c'est le lancement du 13e contingent des stagiaires. Les stages de formation professionnelle relèvent de la composante 1 du programme Emploi Jeune, dénommé le PEJ, qui concerne le renforcement de l'employabilité des jeunes. Donc, pour rappel, la mission principale de la PEJ, c'est de concourir à la création d'emplois dans le milieu rural et urbain, notamment en facilitant l'accès des jeunes au marché du travail et au crédit. La PEJ a été créée il y a 20 ans, en 2003, et jusqu'à nos jours, la PEJ a touché plus de 212 000 jeunes environ dans ces 3 composantes, notamment le... Et touché comment? Vous leur avez trouvé du travail, un emploi durable? Oui, oui, la mission, on dit concourir à la création d'emplois. D'accord. Concourir veut dire contribuer. Contribuer, d'accord. Contribuer, faciliter. Okay. Et quand on dit contribuer, faciliter, naturellement, c'est avec d'autres acteurs. Absolument. Donc vous n'êtes pas facilitons, nous ne sommes pas seuls, nous facilitons, nous travaillons à la promotion de l'emploi, préparer les jeunes à faciliter leur insertion dans le milieu professionnel. Donc, le stage de formation professionnelle relève de cette composante, le renforcement de l'employabilité des jeunes. Et donc, c'est la 13e édition, c'est le 13e contingent. Et aussi, vous dire qu'une évaluation a été faite par un service du département, notamment l'ONEF, qui travaille sur les statistiques par rapport au marché de l'emploi, sur les 7e, 8e, 9e et 10e programmes.
Et à l'issue de cette étude, il a été en tout cas prouvé que près de 73% des jeunes qui ont bénéficié de ce programme ont pu s'insérer par la suite. 73%. 73%. Oui, un emploi durable. Oui. Ok, d'accord. Et maintenant, 13e édition, et quelle nouveauté aujourd'hui pour renforcer quand même, pour améliorer le processus? Oui. Ou c'est le même système, voilà, on ne change pas un cheval qui gagne. Oui. Mais on apporte quand même des nouveautés pour améliorer la performance. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ces nouveautés, c'est vraiment améliorer en permanence les dispositifs. Je profite de l'occasion pour en tout cas saluer l'engagement de tous les départements, le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, sous le leadership de Mme Baraego Aminata Traoré, en même temps présidente du conseil d'administration de la pêche, qui a mis vraiment l'accent en termes de perspective sur la dématérialisation de ce processus de recrutement des stagiaires à l'avenir. Également, de mettre l'accent sur le suivi et l'encadrement de ces jeunes une fois déployés, en rappelant que c'est un ensemble d'acteurs qui interviennent pour un encadrement de ces jeunes. Si on affecte quelques jeunes au ministère de l'économie numérique et qui viennent au niveau de l'ORTM, un exemple, mais la pêche fait un suivi, mais les services d'accueil doivent également faire un suivi, qui reçoit le jeune le matin, qui a aussi le rôle de suivre, d'encadrer les jeunes pendant les 1 an de stage, afin qu'ils puissent vraiment apprendre et faciliter son insertion dans le milieu professionnel. D'accord. Est-ce que ce processus de contrôle, d'évaluation existe? Oui, tout à fait, mais... Est-ce qu'il est efficace? Est-ce que vous avez les feedbacks des services qui reçoivent les jeunes? Oui, on a certains feedbacks, mais vraiment, c'est des aspects vraiment à améliorer. Aujourd'hui, c'est vraiment le défi du suivi, de l'évaluation, de l'encadrement pour vraiment une meilleure performance. D'accord. Voilà. Ok. Et l'APEJ, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, c'est bien cela? Oui. Ben, nous avons l'impression que les jeunes qui ne sont pas diplômés ne sont pas pris en compte à votre niveau. Oui. Vous ne vous occupez que des jeunes diplômés. Oui, c'est-à-dire qu'il y a les jeunes diplômés, mais il y a aussi d'autres programmes d'apprentissage. D'accord. Parce que toujours dans le renforcement de l'employabilité des jeunes, c'est pas, il y a les techniques à haute intensité de main-d'œuvre, l'approche IMO, où l'APEJ réalise des infrastructures, des pavages de rue, des pistes rurales, des curages de caniveaux. Et cette approche IMO met l'accent sur la valorisation de la main-d'œuvre, la valorisation de la matière première locale, mais avec une idée de chantier-école. C'est que dans la conduite, dans la mise en œuvre de ces chantiers, c'est des jeunes qui sont constitués en GIE, qui sont formés en taille, en pose de pavés, et à la fin, quand l'infrastructure est finie, ils sont dotés de petits outillages pour assurer l'entretien et ils peuvent offrir des prestations aussi à d'autres. Ça, c'est les chantiers-écoles. Donc ça, c'est pas forcément un diplômé. Voilà. Il y a aussi d'autres modules d'apprentissage. Il y a plusieurs produits en fait que l'APEJ offre aux jeunes, avec aussi d'autres services du département, parce que le ministère, c'est vraiment un ensemble de services centraux rattachés et organismes personnalisés qui concourent tous à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et également de la politique nationale de la formation professionnelle. Ok. Alors, Monsieur le Président de l'Ordre des vétérinaires du Mali, il vous arrive de recevoir les jeunes venant de l'APEJ, venant de ce programme, des éléments de ce contingent? À un moment donné, parce que ce système passe par les DRH, les directions des ressources humaines. Bon, il y a quelques années, nous en avons reçu, mais depuis, ça s'est arrêté. C'est pour ça que je disais au directeur SNJ que nous avons décidé une initiative de passer les voir. D'accord. Voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Parce que vous avez l'impression que le monde agricole n'attire pas ces jeunes, n'est pas du tout séduisant pour eux? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que nous nous sommes dit qu'avec tout ce qu'ils sont en train de faire, bon, je prends le cas de ceux qui vont sortir aller à la fonction publique, tout ça, mais qu'on les apprenne comment est-ce qu'il faut avoir un bac ou 2 bacs pour faire la pisciculture, pour faire le petit élevage, tout ça, c'est très important, au-delà de sortir du travail. Mais en tout cas, nous allons les rencontrer
Et j'ai dit au directeur de s'accrocher à tous les projets de développement agricole. C'est l'argent du Mali. Pourquoi pas? C'est les enfants du Mali. Et comme ça, avec ça, ils peuvent insérer certaines choses. Mais nous allons les approcher. Nous avons des modules. Nous pouvons procéder à des formations, mais qu'ils ne s'inquiètent pas que nous allons prendre en charge. D'accord. Voilà. Alors, monsieur le président de la commission de recrutement de la 5e cohorte du SNJ, il y a quel canaux de communication entre vous et la PEJ? Ça n'est pas pareil, mais c'est tout comme vous trouvez de l'emploi directement à ces jeunes. Eux, ils leur trouvent un point de chute pour une immersion dans le monde de l'emploi. Merci, Djambélé. Vous l'avez dit, c'est tout comme. Donc, nous souhaiterions dans l'avenir, parce que nous l'avons déjà fait par le directeur sortant, on avait approché, on avait écrit, pour voir un peu dans un cadre de réflexion, quel type, en tout cas, de relation, d'échange on peut développer entre les jeunes que nous avons et les jeunes que la pêche a, et ce que la pêche peut proposer au CNJ, et ainsi de suite. Mais vous remarquez que nous, on a eu au moins 2 contingents qui bénéficient de notre dispositif d'insertion que les autres jeunes du Mali n'ont pas, qui a été en tout cas 1 ou 2 fois l'armée, qui n'est pas forcément en tout cas notre priorité, notre premier réflexe cette année. Mais ce que j'allais dire, nous recevons aussi ces jeunes de la pêche. Nous, ce que SNJ peut dire, nous sommes un service de citoyenneté. Donc nous pouvons peut-être conseiller à ce qu'on puisse créer un mécanisme de suivi de la présence de ces jeunes-là sur leurs différents lieux de service où ils sont affectés. C'est important que ça soit en tout cas organisé, que la pêche les propose, mais encore une autre fois, que ces jeunes-là aient la conscience qu'il faut être présent, qu'il faut apprendre le mécanisme de l'administration au fur et à mesure, être là à l'heure et rentrer à la maison après l'heure. Merci. Okay. Alors, comment comptez-vous travailler réellement sur ce volet de feedback au niveau des entreprises qui reçoivent ces jeunes? Oui, tout Parce à que fait. C'est là qu'il y a quand même quelques insuffisances. Oui, c'est normal, c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'il est souhaité que tout dispositif, surtout un dispositif du genre, il faut l'améliorer. C'est plusieurs acteurs qui interviennent. Maintenant, la synergie certainement entre la pêche et les SNJ, en la matière, nous relevons des départements ministériels, donc il conviendrait vraiment à un niveau ministériel aussi de travailler en synergie, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment améliorer vraiment ces dispositifs-là. Et sur toute la chaîne, comme M. Tunkara l'a si bien mentionné, les jeunes, ils sont mis à la disposition des ministères, des institutions, des ONG, des organisations fêtières. Et les ministères, c'est à travers les DRH. Donc, c'est les DRH qui font aussi les affectations au niveau des différents services. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'incontestablement, la pêche doit jouer son rôle pour un meilleur suivi, pour avoir le feedback, mais incontestablement, chaque acteur dans la chaîne doit jouer aussi son rôle. Alors, quelle est l'implication du secteur privé là-dedans? Le secteur privé, il y a des conventions qui sont signées avec la Chambre de commerce, l'APCAM, l'APCM, la FENASCOM, et la Fédération nationale des artisans. Ils en reçoivent quand même aussi des éléments. Ils en reçoivent, ils sont d'ailleurs les partenaires stratégiques de la pêche. C'est pour cette raison qu'au cours de la cérémonie de lancement, il y a une signature de convention avec ces partenaires stratégiques de la pêche. D'accord. Alors, quels sont les secteurs les plus prisés? Les secteurs les plus prisés... C'est vous qui les choisissez de toute façon. Oui, mais en fait, on fait d'abord, il y a une expression de besoin. Nous envoyons des correspondances au ministère pour exprimer les besoins. Mais bon, après, on a une demande très grande et on essaye de faire dans la mesure du possible, de satisfaire autant bien que se faire cette demande qui nous est adressée. Alors, 13e édition, mais ce n'est pas une opération annuelle. Hein. Vous le faites quand c'est possible ou quoi? Oui, bon, c'est une opération annuelle parce qu'il y a carrément une ligne budgétaire intitulée ex-volontariat, stage de formation des professionnels
inscrites chaque année. Et d'ailleurs, c'est le lieu aussi de rappeler et de dire aussi que ce stage de formation professionnelle est entièrement financé sur le budget d'État. Ça coûte combien? C'est une ligne de 1,5 milliard, mais qui ne prend pas seulement les stages de formation professionnelle, parce qu'il y a un autre stage qu'on appelle le stage de qualification, qui est un stage à coût partagé entre la PEJ et le secteur privé. Donc, c'est le lieu aussi, au nom de Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, de saluer l'effort exceptionnel qu'a fait vraiment les autorités pour vraiment le financement de ce projet cette année, malgré le contexte difficile et aussi de rareté des ressources. 2000 jeunes cette année, le monde a augmenté ou bien ça a diminué? L'opération passée, c'était aussi 2000 jeunes. D'accord. Mais le souhait, c'est vraiment, je pense que la présidente du comité de normalisation a évoqué dans son discours de lancement, le souhait, c'est vraiment d'augmenter encore le nombre. Parce que c'est 23 755 dossiers qui ont été enregistrés. Et donc, vous voyez bien, la demande, elle est très forte. Donc, c'est moins de 10% qui sont retenus en fonction du budget alloué pour cette opération. D'accord. C'est financé sur le budget national? Entièrement. Entièrement. Ouais. D'accord. Alors, on va revenir à vous. Avec plaisir. On passe à notre deuxième sujet. Ça ne sera pas très loin du vôtre. Hein, le Service national des jeunes, SNJ, qui vient de lancer également la candidature pour la 5e cohorte. Ils sont nombreux, hein, ces jeunes, dans la tranche de 18 à 35 ans, des non-fonctionnaires, des diplômés et non-diplômés à venir déposer leur dossier. Le besoin estimé est de 700 candidats pour toute l'étendue du territoire national. Il s'agit non seulement d'une formation sur les arts, mais aussi dans le domaine professionnel, dans d'autres activités, évidemment. Voilà, sur le plateau, on va le rappeler, M. Habib Sako, président de la commission de recrutement de la 5e cohorte du SNJ. Voilà, M. Sako, l'esprit de cette opération. Merci, M. Diombele. D'abord, on remercie sincèrement, avec ces moments de rareté, de pouvoir un peu nous exprimer, de parler un peu de cette opportunité que nous offrons à la jeunesse malienne. À travers moi, vraiment le remerciement de toute la direction et le personnel du Service national des jeunes. Je répète que nous sommes sous la tutelle du ministère en charge de la jeunesse. Donc, nous relevons aussi du programme 3 du département de la jeunesse. Voilà, donc le SNJ, c'est une volonté des plus hautes autorités pour en tout cas accompagner la jeunesse, pour continuer cette mission de citoyenneté, d'encadrement, de préparer notre jeunesse à un futur où ils doivent être autonomes, où ils doivent s'assurer un peu leur prise en charge et continuer à se développer. Donc voilà un peu les raisons qui ont poussé en tout cas les plus hautes autorités à la renaissance du service national des jeunes. Donc je le rappelle, on ne vient pas de... Voilà, et nous renaissons de nos cendres. Parce que le service national existait de 83 jusqu'à 91. Donc la suspension et la liquidation, c'est en 91. Mais en 2016, par la loi 2021, je m'excuse, de la loi numéro 038, le service national est né, mais cette fois-ci sous la nouvelle forme. La nouvelle forme, c'est que la nouvelle forme maintenant intègre la formation professionnelle, les non-fonctionnaires. Okay. Avant, c'était axé seulement sur la formation militaire et puis... uniquement voilà, les fonctionnaires de l'État et la formation militaire. D'accord. La même question hein, qu'on a posée tout à l'heure à monsieur le directeur de l'APEJ, ils sont à la 13e édition, vous, 5e cohorte. Déjà, quels sont les acquis des éditions précédentes? Merci, M. Diombele. Nous avons, comme je l'ai dit, deux types de cohortes chez nous. Nous avons les fonctionnaires de l'État, où c'est une obligation. C'est personnel et obligatoire depuis que le président de la transition a proclamé à cette période que tout fonctionnaire désormais passera par le service national de l'État. Maintenant, pour dès que vous passez à un concours, dès que vous passez au concours d'entrée à la fonction publique, ça veut dire que vous avez obligation
d'aller pour la formation commune de base, qu'on appelle communément formation militaire. Maintenant, il y a les non-fonctionnaires. Donc les non-fonctionnaires, c'est destiné aux diplômés et aux non-diplômés. C'est du volontariat. C'est pratiquement du volontariat. Donc nous permettons à tout jeune Malien de 18 à 35 ans de venir souscrire à cette demande. C'est pour tous les jeunes du Mali, et vraiment de 18 à 35 ans, que vous soyez diplômé ou non diplômé. D'accord. Alors, 700 jeunes, c'est le besoin exprimé, c'est peu ou prou, ça dépend. Bon, vous allez dire que c'est beaucoup. C'est pas beaucoup. Bon, très sincèrement, si je dois alors être c'est quoi? Est-ce que c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide? C'est selon. Pour le moment, on peut dire que c'est le verre à moitié plein. Parce que d'accord. notre ambition, c'est vraiment d'aller au-delà. Vous voyez vous-même, quand on parle un peu de ce pourcentage du Mali, on voit toujours que les jeunes dominent. Donc quand on ouvre les concours, je l'ai dit, nous sommes à mi-parcours. Et à mi-parcours, au niveau de Bamako-Kati, nous sommes à 5600 dépôts. Et on doit clôturer le 30. Ça, c'est Bamako-Kati, sans compter les 19 régions. Donc, c'est pour dire que 700, pour en tout cas des éducateurs comme en tout cas le personnel du SNJ, pour des pères de famille, nous pensons que ce n'est pas beaucoup. Mais l'ambition, vraiment, c'est de là au-delà de 700 jours. Alors, vous disposez de quels moyens humains, techniques, financiers pour bien tamiser? Ça ne sera pas une question de chance maintenant. On ferme les yeux et puis et voilà, les plus chanceux passent. Ou quels sont les critères? Bon, ce n'est pas forcément les plus chanceux parce que nous avons quand même un certain nombre de documents qu'on a vraiment demandé aux jeunes de produire. Donc ces documents vont de certifier d'abord votre identité. C'est vraiment tout jeune malien. Donc c'est vraiment entre 18 et 35 ans. C'est vraiment avoir des aptitudes physiques pour pouvoir un peu travailler sur ça. Donc, nous allons en tout cas partir sur la demande que le candidat fera de façon volontaire, qu'on appelle j'ai l'honneur de. Donc, en fonction de j'ai l'honneur de, nous mettons les dossiers ensemble, nous travaillons un peu à avoir ce nombre stabilisé entre Bamako-Kati et les 19 régions du Mali. Ok. Alors, si on regarde bien le paysage, l'opération est destinée aux jeunes Maliens, l'ensemble des jeunes Maliens, sans distinction. Et les premiers, c'est les fonctionnaires. Dès que tu es admis à un concours d'entrée à la fonction publique, d'office, vous êtes admis. Et à l'autre partie, c'est les volontaires. Mais dans ces deux entités, il y a un autre sous-groupe, on va le dire comme ça. Entre il y a un autre groupe, le groupe, par exemple, de ceux qui ne sont pas aptes. Vous avez utilisé les mots aptes. Sur le plan sanitaire, sur le plan, ça dépend. Et qu'en est-il d'eux? Est-ce qu'ils seront mis à côté? Est-ce qu'il y a une formation spéciale, spécifique qui leur est destinée? Les handicapés, par exemple, personnes vivant avec un handicap, on va les dire. Donc, au niveau de la fonction publique, vous êtes d'accord avec moi que les personnes vivant avec handicap et autres, tout le monde est malien et tout le monde peut, en tout cas, concourir à l'entrée de la fonction publique. Donc, quand nous le recevons aussi, nous avons des formations adaptées à ces personnes vivant avec handicap. Donc, nous les donnons sous la forme civile. Donc, ils sont aussi enseignés dans la théorie, et comme tous les autres. Maintenant, dans la pratique, nous sommes obligés d'adapter voilà, une forme d'aptitude de formation pour ces personnes vivant avec handicap. C'est valable pour les deux entités, même ceux qui vont venir s'inscrire de façon volontaire? Les non-fonctionnaires, généralement, c'est très rare. Comme nous le disons dans notre demande, il faut que la personne soit apte physiquement. Donc, généralement, il y a des cas rares, mais il y a toujours l'exception. Quand nous décelons au cours de la formation qu'il y a des inaptes, donc il y a la forme civile qui est prévue pour ce groupe de jeunes qui n'ont pas forcément, en tout cas, les aptitudes physiques quand on démarre une formation, parce que c'est 6 mois, on peut trouver que, voilà, il y a des Mais si maladies. on peut trouver des formations adaptées déjà au groupe de fonctionnaires, mais on peut les trouver également pour le groupe de non-fonctionnaires. Tout à fait. C'est ce que j'ai appelé la formation, en tout cas initiée, sous la forme civile. Donc ils sont libres, ils peuvent postuler. Ils peuvent postuler, bien sûr. Ils peuvent postuler. Une fois qu'ils sont retenus, ils peuvent aller à la formation, mais on les adapte à un type de formation qu'on appelle la formation civique et civile. Ok. Voilà. Alors, SNJ, APEJ, on va demander un regard extérieur à tout cela. Monsieur le Président, on revient à vous. Mais si je peux compléter. Hein, mais complétez, allez-y. Parce qu'il faut beaucoup que nous insistions cette fois-ci là-dessus. Nous avons
les deux types de formation. La formation militaire qui dure 6 mois. D'accord. 6 mois où ils sont en tout cas soumis à l'apprentissage des métiers des armes, dans la théorie aussi bien que dans la pratique. Mais cette fois-ci, notre communication est vraiment orientée sur la formation professionnelle. Donc les 10 mois vraiment que nous ferons avec ces jeunes, nous devons tout faire pour que ces jeunes-là maîtrisent à la fin des 10 mois les filières que nous-mêmes nous avons en tout cas stabilisées et vues porteuses pour ces jeunes-là qui pourront les permettre de s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Quelles sont ces filières? Les filières, nous avons la construction métallique, nous avons la plomberie, nous avons le pavage dalles et autres, nous avons les transformations, c'est-à-dire que des céréales, des légumes, sinon des fruits en jus de fruits, nous avons l'aviculture, nous avons la pisciculture, nous avons la production de plantes, nous avons les pépinéristes, nous avons la production de savon à base de produits oléagineux. Donc nous stabilisons pour ces jeunes aguerris formés comme des militaires aussi d'aller être des agents performants dans ces différents domaines pour qu'ils puissent s'insérer dans la vie sociale. Alors ça veut dire que si vous êtes dans du tertiaire, il faut complètement oublier. Pratiquement. N'est-ce pas? Pratiquement. Mais c'est une espèce de ségrégation, donc. Pas du tout. Pas du tout. Parce que je le disais au directeur au niveau de l'élevage, que nous avons aussi ce regard-là vers, en tout cas, les filières dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le BTP et même dans le secteur de l'artisanat. Pour que désormais, nous puissions aussi au niveau du SNJ impacter ce grand domaine pour un peu relever le niveau de la main-d'œuvre au Mali. Donc, la différence du SNJ par rapport aux autres, je fais un clin d'œil à la pêche, c'est que c'est des gens qui ont eu une formation dure dans les métiers des armes. C'est des gens qui ont été formés durement pour être des citoyens modèles. Parce que nous donnons des modules de formation civique. Ensuite, les ramener à 10 mois de formation professionnelle pour qu'ils soient des ouvriers conscients, des ouvriers engagés, des ouvriers honnêtes à vraiment servir le pays pour qu'on puisse sortir de copier-coller, de faire semblant, vraiment avec toutes ces valeurs qu'on les inculque, qu'ils soient vraiment des bons ouvriers, des bons maîtres à réaliser les missions qu'on les confie. Donc à la fin de la formation, vous avez du boulot de fils. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment le souhait parce que nous pensons que 10 mois, avec les filières qu'on a identifiées, ils peuvent devenir autonomes, ils peuvent s'exercer. Et on les reprend aussi 2 mois, afin de l'amener à une reprise de main. C'est un terme militaire, juste pour les réveils musculaires. Du côté de la pêche, le financement est assuré par l'État et de votre côté, mais quand même, vous avez des partenaires dans le privé. Qu'en est-il Nous, pour vous? Il faut diviser la poire en deux. Nous avons des aspects de souveraineté là-dedans. Ça, c'est quand nous formons les jeunes à être des réservistes. Parce que ces 6 mois de formation militaire font de facto des réservistes. Ils vont servir dans la réserve de l'armée. Maintenant, l'autre aspect, c'est des partenaires stratégiques comme la pêche, comme le ministère du Développement rural, qui peuvent être des partenaires pour nous accompagner au niveau de la formation professionnelle. Alors, deux entités distinctes. Et en quoi vous pouvez procéder à un système de benchmark, prendre chez eux ce qui est bon, et vice-versa? Est-ce que vous avez des éléments ici qui peuvent vous renforcer dans votre action? Oui, tout à fait. Exemple? Il parle de 10 mois avec la formation commune de base, avec la formation professionnelle sur un certain nombre de filières. Nous nous engageons les jeunes sur 12 mois auprès des ministères, des institutions, des fêtières. Donc, il peut être envisagé de voir 10, 12. Si on a un truc sur 2 ans, on peut en amont avoir les mêmes formations à la base parce que ça renforce la citoyenneté. Donc, vous voyez, et du coup, ça veut dire le problème de suivi que vous évoquez, maintenant peut être aussi amélioré parce que ça améliore la qualité des jeunes qui sont dans les dispositifs. Ils sont bien formés, plus de citoyenneté et ils sont formés au métier. Et la formation professionnelle, c'est aussi, en tout cas, une des missions aussi de notre département. Donc, je pense qu'il appartient quand même, en tout cas, à nos ministères de tutelle. Et nous pourrons aussi approcher les CNJ pour voir quelles peuvent être vraiment, en tout cas, la cohésion, la symbiose qu'on peut trouver ensemble. Alors,
De votre côté, qu'est-ce que vous pouvez regarder chez eux, éléments, des références qui peuvent vous renforcer dans vos actions? Surtout, c'est les formateurs. Nous avons des instructeurs militaires. Je rappelle, parce que beaucoup ne savent pas, le SNJ est paramilitaire, mais nous sommes sous la tutelle du ministère en charge de la jeunesse. Donc nous ne sommes plus sous la tutelle du MDAC, du ministère de la Défense. Donc c'est pour dire que les formateurs externes, les filières que je viens de citer, nous on est obligés maintenant de traiter avec des structures comme la pêche, le FAFPA, parce que quand nous disons formation professionnelle, il faut que les centres ou encore l'école qui forme nos jeunes soient des centres agréés, qui soient des centres où les formateurs externes ont de la compétence. D'accord. Voilà. Vous avez ces points de convergence là? Oui, tout à fait. Aussi, au niveau de la formation professionnelle, au niveau de notre département de tutelle, il y a aussi les centres de formation publique et privée. Donc, avec un certain nombre de filières, donc il peut vraiment avoir de la matière à vraiment travailler ensemble pour améliorer ce dispositif pour le bonheur de la jeunesse. Monsieur le Président, oui, qu'est-ce que vous ajoutez à ce qu'il vient de dire? Est-ce qu'il y a des points à renforcer? Oui, selon vous? Merci Diombélé. Ce que j'ai dit, sortir, nous allons les rencontrer. D'accord. Nous sommes vraiment disposés. Il y avait beaucoup échangé avant de rentrer avec le directeur du SNJ, la pêche. Nous allons les rencontrer. Et nous avons, bon, son inquiétude, c'était beaucoup plus le côté financier. Oui. Bon, si nous avons des appuis à faire à travers des formateurs, ça, nous nous engageons à le prendre en charge. D'accord. Parce que nous sommes vraiment dans la formation aujourd'hui, de nos membres sur le terrain. Ok. Alors, on va passer au troisième sujet qui vous concerne justement, l'ordre des vétérinaires du Mali, qui était face à la presse cette semaine, c'était le mardi dernier, avec les ondes des médias, il a été question de contraintes de l'ordre face à la nouvelle campagne de vaccination du cheptel d'une part et la question des ressources humaines d'autre part aussi. Les conférenciers ont saisi cette occasion pour déclarer tout leur soutien aux autorités de la transition pour un Mali et développer peut-être un Mali développé. Ça passe aussi tout d'abord par le développement du secteur de l'agriculture avec grand A. Alors, président de l'ordre des vétérinaires du Mali, et il y a également Association des vétérinaires du Mali, hein, c'est différent, hein? Oui. Oui, d'accord. Alors, vous allez nous élever. C'est pas pareil, hein? Je veux pas... Merci Diombélé. Ok, ça n'est pas fini. Je le disais comme ça en passant. Alors, un vétérinaire, un docteur vétérinaire, un ingénieur vétérinaire, mandataire, ça fait tellement d'appellations chez vous que nous sommes un peu confondus. Et vous pouvez nous dire, c'est qui le vétérinaire, d'abord? Je vais le dire. En fait, un vétérinaire est toute personne titulaire d'un diplôme de docteur vétérinaire ou d'un diplôme équivalent. D'accord. Par exemple, un diplôme équivalent. Bon, vous savez, au départ de la création de l'ordre, la référence diplômante, c'était l'IPR. D'accord. C'est ce qui fait que les ingénieurs... L'Institut d'économie rurale, Katibougou. D'accord. C'est ce qui fait que, rapidement en arrière, c'est qu'à l'éclatement de la Fédération du Mali, vous voyez, à côté du ministère de la fonction publique, il y a l'annexe IPR. C'est là où devrait y avoir l'école vétérinaire. Mais ils l'ont amené à Dakar. À Dakar. Alors, le Mali, par la fierté nationale, a demandé aux Russes un appui, et ce qui a amené l'Institut polytechnique rural de Katibougou. D'accord, qui formait les ingénieurs de sciences appliquées, spécialité élevage. Ça veut dire quoi? Ils n'ont appris que la santé animale. Comme les médecins ont appris la santé animale à l'extérieur. Ah, d'accord. Voilà. Maintenant, avec... Donc, il n'y a que la plation qui diffère. Qui diffère. Le contenu, une année de différence, 4 ans, 5 ans. Pour l'extérieur, 5 ans. Pour le Mali, 4 ans. Mais c'est une formation nationale et que l'État a voulu ainsi pour booster le développement économique du pays. D'accord. Parce qu'il y a agronome, tout ça, forestier, tout ça, voilà. Donc, docteur vétérinaire, ingénieur vétérinaire, il n'y a pas de différence ensemble? Bon, moi je... Dans l'application de la mission sur le terrain. Ce que je vais vous dire, hein, oui. On nous voit, on nous écoute. Oui. Je suis dans cette affaire depuis technicien supérieur. Hein. Aujourd'hui, ce que le docteur vétérinaire fait sur le terrain, c'est ce que l'ingénieur fait et c'est ce que l'agent technique fait, qui est un cadre moyen. Et je l'ai été. Et aujourd'hui, notre désavantage, c'est qu'en 63 ans, nous n'avons pas eu d'école vétérinaire. Si on avait une école de docteur vétérinaire, on ne serait pas là. Oui. Et la recherche n'avance pas chez nous. Et pour ce chapitre, pour vous dire que... Oui, il y a quelques paradoxes comme ça dans notre pays. Hein. Un pays de l'or comme le Mali, pas d'école de mine.
Et également un pays agricole comme le Mali, pas d'école de vétérinaire. Voilà. Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une loi qui était là, en 87, qui a créé l'ordre de la profession vétérinaire. Il y avait des zootechniciens, tout ça. Et rapidement, on est venu, on a dit non, il faut aller à l'harmonisation avec l'UEMOA. Et il y a une étude qui a été commanditée sous l'égide de Faciferi, qui a conclu à la création finalement de l'ordre des vétérinaires en éjectant les zootechniciens qui sont considérés comme de la production parce que c'est l'insémination artificielle. Donc les sciences appliquées ont été acceptées parce qu'ils n'ont appris que ça à l'école. Et maintenant, l'autre côté, c'est que l'État, en fonction de ce rapport, a décidé de fermer le cycle. Ah oui, le cycle est fermé. Donc ceux qui sont sortis, c'est fini. Mais Diombele, le moins, il a 58 ans. Hein. Alors, c'est ça le problème. Et donc, santé animale pour santé animale. Et je ne vois pas de différence aujourd'hui quand on dit que par rapport à la directive de l'UEMOA, il faut créer un ordre de docteurs vétérinaires, il faut les sortir. C'est une directive. D'accord. Une directive, quelle est sa force face maintenant à une réglementation? Non, justement, c'est ça la différence. Nous ne sommes pas sous la coupe de la réglementation. La réglementation s'impose. Elle dit qu'il faut faire. Il faut l'instaurer. Il faut le mettre là-dedans. Okay. La directive s'adapte. D'accord. Alors, ça concerne tous les pays de l'UEMOA. Ça concerne les 8 pays de l'UEMOA. Tous l'appliquent. Non, malheureusement. De 2012 à nos jours, il n'y a que 2 pays qui l'ont appliqué. Mais comment? Ils n'ont pas pris l'appellation ordre des docteurs vétérinaires. C'est le Burkina même où il y a le siège de l'UEMOA et le Niger. Et le Burkina est allé, bon, il faut être docteur vétérinaire, diplôme reconnu par l'État. Et à l'avant-dernière page, ils ont mis une phase transitoire. Ceux qui sont inscrits à la promulgation demeurent. Je ne rentrerai pas dans le reste. Je dis, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de transition. Donc, nous aussi, dans notre loi actuelle, qui n'est pas encore transposée, c'est ce qu'on avait mis pour garder les ingénieurs qui sont corps extinction. Mais Diombele, c'est difficile de croire que depuis 87, les gens ils sont dans l'ordre. 37 ans, et ils sont en train de booster, d'appuyer le développement du pays. Et que c'est maintenant qu'il faut les mettre hors du système. Le nombre, ça ne va pas. Voilà. Et ce qui fait que ça ne va pas du tout, ça coince quelque part. Ça coince quelque part parce que nous, on ne peut pas accepter. Les autres, d'abord, chacun défend son pays, mais les autres, ils ne l'ont pas fait. Les 2 sur 8. Et vous savez, je ne veux pas rentrer en profondeur, il y a des États voisins qui ne veulent pas parce qu'ils se disent, en le faisant, les vétérinaires maliens vont aller s'installer chez eux. Et ce sont, et burkinabés, hein, ce sont les animaux de ces pays qui viennent chez nous. Donc, ils vont aller s'installer chez nous, ils vont s'accaparer ce truc-là, ils vont s'occuper de la santé animale de ces animaux. Ils ne veulent pas. Bon, le voisin sénégalais tout près, hein, je vous dis, de 2009 à maintenant, aucun diplômé malien, même pas malien, les 15 États de l'Afrique de l'Ouest, qui font l'école inter-État de Parce que l'école appartient aux 15 États de... non, le 8. D'abord, c'est les 15 États qui ont affilié francophones. Ah, d'accord. Okay. Ensuite, c'est devenu une école de référence de l'UEMOA. D'accord. Mais, que ce soit l'UEMOA, les 15 États dans lesquels se trouve l'UEMOA, de 2009 à maintenant, aucun sortant n'a eu un diplôme. Ils ont tous des attestations. Pourquoi? Ils ont fait les études? Non, ils n'ont pas fait, ils ont fini. Parce que quand vous avez le diplôme à l'école inter-État, la libre circulation dit que vous pouvez circuler, vous installer au Mali, au Burkina et travailler. Oui. Mais si le Sénégal, les textes sont clairs. Il vous faut le diplôme, comment on appelle, légalisé, mais vous présentez aussi la copie originale. Si vous ne l'avez pas. L'école a formé à la date d'aujourd'hui 1625 étudiants, docteurs, dont 250 filles. Mais à la date d'aujourd'hui, les Maliens, ils sont là, envoyés par la Banque mondiale, tout ça, à travers nos projets, près de 80. Je vous le dis, ils m'entendent. Ils me voient, qu'ils présentent leur diplôme. Ils n'ont pas de diplôme, ils ont tous des attestations. Et ce n'est pas normal. C'est pas normal. Parce qu'ils ne peuvent pas exercer avec ça. Mais, non, au Mali, bon. Au Mali, oui. Ils exercent. Mais ailleurs, non. Mais ailleurs, non. Vous ne pouvez pas. Donc, ce qui complique justement cette libre circulation. C'est pour ça que lors d'une de nos réunions, parce que je suis membre du collège des présidents des 8 ordres de l'UEMOA, on a dit il faut avec l'UEMOA, il faut aller doucement, c'est-à-dire que progressivement. D'accord. Progressivement. Et nous, je l'ai dit à chaque sortie, il faut remercier la transition. D'accord. Alors, on a parlé docteur vétérinaire, ingénieur vétérinaire et les mandataires. Bon, justement, le mandat sanitaire, en fait... Ils sont tous mandataires. Oui, ils sont tous... Non, c'est-à-dire que, je vais vous expliquer.
Oui, on n'a pas beaucoup de temps. Vous avez, oui. L'État, à un moment donné, avec le programme d'ajustement structurel, moi-même j'ai été victime de ça, et le chômage des jeunes a transféré une bonne partie de ses activités à l'ordre. Et on a fait une activité privée. Privée. D'accord. Donc c'est un arrêté 96 de 97 qui complète et donc qui a installé les mandataires. On est parti de 7 mandataires avec le docteur Daouda Diarra et aujourd'hui on est à 161. Et qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils s'occupent de la santé animale sur le terrain. C'est-à-dire la vaccination, tout ce qui est acte chirurgical, tout ce qui est médicaments. Bon, voilà, les consultations. Et qui leur paye leurs prestations? Le propriétaire de... Oui, c'est ça. C'est ça notre différence avec les autres pays aussi. Ah bon? Mais ils ont été installés, personne n'a reçu un franc. Ces jeunes-là se sont installés, je vous assure, par le patriotisme. À l'époque, c'était uniquement des ingénieurs, parce que les docteurs vétérinaires qui étaient là, nous avons tous préféré les bureaux, les climatiseurs, tout ça. Mais ils se sont installés dans les tiroirs. Diombélé, à force de travailler, le mérite les est revenu. Beaucoup sont passés députés, président du conseil des cercles, ainsi de suite. Et bref. Mais en tout cas, c'est eux qui détiennent la santé animale aujourd'hui dans le pays. Quand vous dites santé animale, de quel animal s'agit-il? Ah oui, c'est de tous les animaux. Tous les animaux. Tous les animaux. Mais nous, aujourd'hui, la vaccination couvre beaucoup plus. On va aller en campagne de vaccination. Voilà. C'est dans quelques jours. Deux semaines comme ça. Dans 2 semaines, présidé par le chef de l'État depuis père ATT. Donc ça couvre surtout les bovins, les ovins, les caprins et la volaille. Alors, ils sont combien les mandataires, vous avez dit? Nous sommes à 161 mandataires. Et la population du cheptel? Bon, la population du cheptel, nous avons à peu près les bovins pour près de 12 millions. C'est un nombre suffisant? Pour les suffisant de mandataires? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est quoi le gros problème aujourd'hui à ce niveau des mandataires? Il n'y en a pas? Le gros problème aujourd'hui, je dirais que nous avons beaucoup de problèmes. D'accord. Mais il y a le sang patriotique encore qui est là. D'accord. Et nous arrivons quand même avec, excusez-moi, notre pugnacité à trouver par-ci par-là des appuis. Okay. Et je vais vous dire, juste avant le lancement, nous avons près de 160 à 180 millions de matériel à donner à nos mandataires. Et l'innovation, c'est parce que dans le temps, ce qu'ils avaient comme vaccin, ils ne pouvaient pas faire l'aller-retour entre 2-3 zones où ils les mettaient dans les CESCOM. L'innovation, c'est les congélateurs et les réfrigérateurs panneaux solaires. Donc, ils se déplacent dans une zone, ils campent avec leur réfrigérateur solaire. Voilà, ils sont autonomes. D'accord. Alors, pour boucler, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'il s'agit maintenant de la protection du cheptel, de chez nous. Oui, de chez nous. Okay. C'est ce qui nous intéresse. Voilà. Maintenant, ce que nous voulons, c'est continuer à appuyer l'État du Mali, mais pas dans la division. D'accord. Parce que quand on divise, l'ordre des vétérinaires, comme les autres l'ont fait, la libre circulation, les docteurs vétérinaires n'ont qu'à circuler. Mais M. Diombélé, personne ne viendra ici. Pourquoi? Parce que personne n'ira ailleurs, parce que tout le monde veut venir ici. Vu le cheptel que nous avons, le médicament vétérinaire qui tourne, c'est plus de 40 à 50 milliards. Et vous voyez, nous faisons sortir les petits animaux pour l'extérieur, c'est de 50 à 60 milliards. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais nous avons beaucoup de choses aussi comme défi, parce que nous ne pouvons pas exporter, vu certaines maladies qu'on n'arrive pas à endiguer. Mais pour finir, avec la création de la nouvelle faculté de médecine vétérinaire, je pense qu'on y arrivera. C'est annoncé à Sikasso? Oui, Sikasso, c'est fini, tout est prêt. Fini. Tout est fin prêt, on attend. Et qu'est-ce que ça va apporter de plus? Ah oui, ça va améliorer la recherche. D'accord. La recherche. Okay. Parce que jusque-là, nous ne sommes pas améliorés dans la recherche. Okay. Et jusque-là, contrairement à l'école de médecine... Justement, au niveau de l'agriculture, on a vu quand même avec l'EIR, les recherches ont abouti à la création de certaines espèces. Oui, c'est ça, justement. Mais du côté des éleveurs, on n'a pas vu. Nous sommes en retard. C'est pour ça que l'école a été une bonne chose que la transition nous a donnée. Parce qu'en termes de recherche, je vais vous dire rapidement, c'est que nous n'avons pas de professeurs agrégés en 63 ans d'indépendance CAMES. Nous ne l'avons pas. Nous avons 2 professeurs titrés par l'enseignement supérieur. Vous voyez ce que ça fait. Vous voyez ce que ça fait. Donc c'est vraiment voir que vraiment le déchirement, qu'on ne soit pas dans ça. Le plus important pour moi, les ingénieurs d'élevage sont des cadres supérieurs. Et pour finir dans l'administration, pour être chef secteur, responsable d'un cercle dans le domaine de l'élevage, il faut avoir un diplôme supérieur. Mais aujourd'hui, c'est des agents techniques qui jouent ce rôle sur le terrain. Et violation du cadre organique, personne n'en parle. Mais de l'autre côté, il faut les mettre au garage. Je ne vois pas qu'est-ce que ça peut apporter. Et c'est pas chaud. Vous voyez, quand vous voyez ici, qu'est-ce que c'est? Rouge,
c'est la carte, le nouveau découpage administratif du Mali, les régions, 19 plus Bamako. Tout ce qui est rouge, c'est les ingénieurs d'élevage mandataires. Tout ce qui est bleu, c'est les docteurs vétérinaires. D'accord. Alors vous voyez qu'il n'y a pas de match. Ok. Donc, voilà. D'accord. On espère que tout va aller très bien et qu'on va trouver le juste milieu, le consensus, et toujours pour le bonheur du Mali, hein, Mali, parce que voilà. lors de votre... C'est le Mali qui compte. Le Mali qui compte. D'accord. On s'achemine vers la fin de cette émission. On va commencer par vous, monsieur le directeur général de la pêche, monsieur Mamadouba. Au moment où vous avez lancé maintenant l'édition de 2023, 13e édition, quel est le sentiment qui vous anime? Non, c'est un sentiment du boulot bien fait, de satisfaction. D'accord. Et vous ne demandez rien pour tout va pour le meilleur des mondes. Ça va très bien. Oui, je vais venir. Ok, allez-y. Sentiment de satisfaction. Et aussi toute notre gratitude, comme je l'ai si bien mentionné, en tout cas aux plus hautes autorités, pour en tout cas accorder davantage de l'importance à ce programme-là, en allouant en tout cas plus de ressources, parce que la demande est très forte et les jeunes en ont besoin. Et ce programme vraiment permet un épanouissement en tout cas de la jeunesse, aussi donne l'opportunité d'apprendre. C'est aussi une main-d'œuvre pour aussi les services en tout cas qui reçoivent les jeunes. Et c'est clair, on dit l'apprentissage de qualité tout au long de la vie. Nous avons pour mission de faciliter en tout cas la création d'emplois. Mais pour insérer les jeunes, il faut de l'apprentissage, il faut des métiers. Donc, point d'insertion sans apprentissage. L'apprentissage de qualité tout au long de la vie. Et ce stage-là permet aux jeunes, c'est vraiment une immersion, apprendre à comment travailler, à comment se comporter. Justement, comment se comporter, un message fort à l'endroit de ces jeunes et aux services qui les accueillent. Oui, c'est aux jeunes vraiment d'être sérieux, d'être professionnel, et de ne pas perdre vraiment l'objectif d'apprentissage afin de pouvoir saisir des opportunités, parce que certains services à la fin recrutent des stagiaires et d'autres peuvent postuler pour autre chose. Mais aussi à l'endroit des services d'accueil, il faut vraiment plus de rigueur. Et si on envoie un jeune à l'ORTM, M. Yombele, mais il faut que chacun joue sa partition. Absolument. Voilà, donc il faut de la rigueur à tous les niveaux. À ce moment, pourquoi vous ne mettez pas à la disposition de ces services d'accueil-là une fiche pour évaluer le travail des jeunes qui arrivent chez eux? Non, il y a tous les outils. Il y a tous les outils, mais vous savez, il y a aussi des choses qui sont inhérentes au comportement. Voilà, on a notre société, bon, il y a souvent aussi des laxismes, et les feedbacks souvent ne remontent pas à temps, mais qu'à cela ne tienne, tout le monde doit jouer pleinement son rôle. Et la pêche, vraiment, sous le leadership du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, va en tout cas accentuer les efforts pour un meilleur suivi des jeunes, un meilleur professionnalisme des jeunes. D'accord. Alors, monsieur le président de la commission de recrutement de la 5e cohorte du SNJ, quelles sont les mesures que vous avez arrêtées là? Vous avez vu qu'on a lancé l'appel aux jeunes de venir s'inscrire pour s'insérer dans l'armée. Ça n'était pas du tout aisé, hein? Les engorgements et tout. Quelles sont les mesures que vous avez mises en place vraiment pour que tout cela se fasse dans l'ordre, la discipline et dans l'aisance? C'est important aussi. Tout à fait, tout à fait. Merci, M. Diombele. Effectivement, on a eu la chance de tirer toutes les leçons de ces différents dépôts que nous, on a suivis avant qu'on puisse démarrer. Donc, nous, on a travaillé sincèrement sur ça, parce qu'il faut vraiment prendre des dispositions quand le nombre devient important. Oui. Donc, la fois dernière, sinon les 2 contingents non fonctionnels, on n'avait pas beaucoup de tables de dépôt. Maintenant, pour rendre très fluide, nous avons vraiment travaillé, parce que nous encore, on a les instructeurs militaires. Comme je l'ai dit, nous sommes paramilitaires.
Donc on a pris des mesures pour créer une commission qui gère ces aspects. Donc sécurité, pour qu'on ne puisse pas transformer nos périphéries en lieu de vente, de demande ou de timbre autre. Oui. Nous avons réellement travaillé à ce que ça soit assaini pour qu'on ne voit pas qu'on soit envahi par ce genre de comportement. La dépose, ça se fait un peu partout au Mali, hein? Non, nous, c'est au niveau de la direction générale de SNJ. Exclusivement. Exclusivement. Et les candidats de l'intérieur, comment ils font? À l'intérieur, c'est au niveau des directeurs régionaux de jeunesse. Et souvent, ceux qui n'ont pas de local, on les a demandé directement d'aller au niveau des différents gouvernements. Parce qu'on a fait un communiqué dans ce sens, où on a même adressé une lettre. Donc je profite ici vraiment de féliciter encore l'accompagnement que ces gouverneurs nous ont facilité au niveau de ces régions. Et encore aussi à notre ministre qui a bien voulu intercéder auprès de ces différents gouverneurs pour que les directeurs qui n'ont pas de local puissent accompagner ces processus de dépôt au niveau des différents gouvernements. Alors, ils ont combien de temps encore pour déposer? Date limite? Date limite, c'est le 30, le 30. Vendredi prochain. Le vendredi prochain. On a commencé le 20. Donc le 28, nous-mêmes, on envoie des éléments de SNJ au niveau de toutes les régions pour faire le point des 3 jours et ramener les dossiers avec eux. Donc le 30, c'est la clôture. Donc nous avons en tout cas mis beaucoup de fluidité au niveau du dépôt des dossiers. 4 tables, ça a suffisamment permis aux gens, malgré que le nombre soit important, à 30-40 minutes, tout le monde avait fini de faire son. Ok, très bien. Et dire à ces candidats de ne pas amener les dossiers qui n'ont pas été demandés. Tout à fait. Parce que... Pas du tout. Surtout les diplômés. Oui. Parce qu'on a un peu ce problème-là au Mali. Une fois qu'on lance un concours, c'est mon diplôme de doctorat, c'est mon diplôme de maîtrise. Ici, le SNJ veut former tous les jeunes Maliens. Donc notre premier diplôme, c'est j'ai l'honneur. C'est engagement volontaire du candidat. Donc encore une fois, je dis, nous voulons vraiment aller à la formation professionnelle cette fois-ci. Très bien. Merci. Et ça fait plaisir à monsieur le directeur de la pêche. Oui, une phrase. Oui, on va en tout cas insister sur la dématérialisation depuis le processus de dépôt des dossiers jusqu'à la sélection des candidats. Avec aussi aujourd'hui la digitalisation. Donc c'est ça vraiment la perspective pour que les prochaines éditions, qu'on ait carrément un processus de dématérialisation. Pensez-y, vous aussi, c'est encore plus facile. Dématérialisation, avoir un site où les gens ils déposent les dossiers en ligne et tout autour. Il n'y aura pas d'engorgement, rien, pas de problème. Peut-être après, dans l'avenir, voilà, nous allons réfléchir. Nous sommes à une 5e, comme vous l'avez dit, 5e cohorte. Donc les réflexions continueront pour voir comment on peut rendre encore plus fluide tout ce travail-là, un mécanisme de batterie pour arriver à une fin très utile. D'accord, l'émission s'achève, mais monsieur le président, vous avez 1 minute pour boucler. Rapidement, je voulais dire que il a toujours été dit que le mandat de l'ordre est fini, c'est vrai. On a été élu en 2009, 2012 c'est fini, on a écrit coup d'État. Après, on nous a dit transition. Après, on nous a dit non, on vous enlève, on met un conseil de docteurs vétérinaires. Le conseil a été mis en place, la Cour suprême l'a annulé. On est revenu en 2017, on a écrit, on dit bon, il y a eu un changement de gouvernement, le changement de ministre, on nous a dit ah non, en 2018, il y a une ordonnance. L'ordonnance n'est pas passée, il y a eu le coup d'État. Après, maintenant, avec l'arrivée de la transition, l'ordonnance est rentrée encore, ça a été renvoyé. Alors donc, vous voyez, à tous les coups, nous avons écrit la dernière de demande déposée, elle a été faite à la veille de mon voyage en Algérie. Donc vous n'êtes pas illégitimement ou illégalement là? C'est pas nous. Ah bon, parce que nous sommes adossés au texte. Ah d'accord. On a toujours écrit. Diombélé, si ce n'est pas ça, la justice peut nous renvoyer. Donc nous sommes adossés au texte. D'accord. Donc si j'ai vraiment un dernier mot, c'est appeler les uns et les autres à la cohésion nationale. D'accord. Si on devrait s'y mettre pour écouter ce que l'autre dit depuis l'extérieur, je crois que les femmes ne seraient pas à Kidal. D'accord. Et n'est pas mandataire qui le veut? Non. Pas ingénieur de sciences appliquées, spécialité élevage ou docteur vétérinaire. D'accord. Et aussi, il y a des règles à suivre. D'accord. Voilà. Ok. Merci à vous, M. Ba, directeur général de la pêche. À vous également, M. Habib Sako, président de la commission de recrutement de la 5e cohorte du SNJ. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes filles là-dedans. Hein. Oui, il y a les candidats. Oui, on a les jeunes filles et jeunes garçons. D'accord. 51%. À 51%, c'est déjà bien. Et Dr Oumar Maki Tunkara, président de l'Ordre des vétérinaires du Mali, et du côté des spécialistes du bâtiment, on dit sur le bâtiment va, tout va. Vous allez dire dans le domaine de l'élevage, si le cheptel va,
avec des acteurs qui s'entendent, tout va. Très bien. Ok. Vive le Mali donc, prospère, dans une Afrique qui gagne et dans un monde dépourvu de toute violence. C'est bien cela. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Le journal de 13h, tout à l'heure, Abibatou, dites Koyan Diakité. Prochain rendez-vous avec Actu Hebdo, Inch'Allah, dimanche prochain, canal 12 13. Excellent moment de télévision sur l'ORTM.